monde que je vise, mais il n'y a pas que François Asselineau. Moi, disons que vous avez compris dedans. Je ne partage pas complètement le diagnostic. J'étais frappé tout à l'heure, vous parliez, l'Europe, c'est le verrou. C'est le verrou qu'il faut faire sauter. Je crois qu'on l'a d'ailleurs un peu évoqué. Moi, quand je regarde les maux dont la société française est affligée aujourd'hui, je pense que l'Europe n'est pas toujours le principal responsable. C'est pas l'Europe qui est responsable de l'effondrement du système d'enseignement en France. C'est pas l'Europe qui est responsable du bac pour tous. C'est pas l'Europe qui est responsable du fait que depuis 1974, nos gouvernants n'aient pas été capables de présenter des budgets en équilibre, n'aient pas été capables de réformer le millefeuille français. C'est pas la faute de l'Union européenne si on croule sous les législations liberticides. C'est pas l'Europe qui a fait voter la loi Avia. C'est pas l'Europe qui a fait voter la PMA pour tous. Bref, je pense que autant je partage ce qui a été dit sur le fait que l'Union européenne aujourd'hui est insatisfaisante et qu'elle ne répond plus au monde dans lequel nous sommes entrés. C'est d'ailleurs un peu ce que j'essaie d'expliquer dans mon essai. Mais je pense qu'on ne peut pas, sans tromper un peu, changer un peu la vérité, on ne peut pas accuser l'Europe d'être la source de tous nos maux, et parce que c'est là donc d'où, à mon sens, la logique d'une sortie de l'Europe ne résoudra pas forcément tous les problèmes, ça ne résoudra pas les problèmes de la magistrature, etc. etc. Ça, c'est ma première analyse. Mon deuxième point de vue, si je puis dire, alors nous en avons un peu parlé à propos de l'immigration. Moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de souverainistes parlent de la souveraineté, c'est vrai, mais ils parlent beaucoup moins de l'identité. Or, je pense que la souveraineté sans l'identité, aujourd'hui, c'est un leurre. C'est ce que disait Solzhenitsyn, qui disait « un peuple, il peut perdre sa liberté, il peut perdre sa souveraineté ». Ça, c'est les aléas politiques. Mais s'il conserve son identité, il continuera d'exister et il aura une chance d'être libre un jour. Les Polonais, par exemple. Oui, ou même les Russes. Enfin, je veux dire, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Bon, bref. Donc là, il me semble que la souveraineté doit impérativement, pour être crédible, traiter les questions d'identité qui sont aujourd'hui importantes. D'ailleurs, quand on regarde ce à quoi pensent nos concitoyens, fondamentalement, ces sujets deviennent importants. C'est l'immigration, c'est la problématique de l'islamisation. Bon, je veux dire, ça, il faut le traiter. Et c'est pas la sortie de l'Union européenne en elle-même qui le traitera. Je veux dire, à la limite, on pourrait dire une république islamique, elle serait souveraine si elle sortait de l'Europe, en France. Bon, je veux dire, donc voilà. Dernier point, et là, c'est effectivement ce que j'ai essayé de développer dans ce petit essai. Je pense que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un monde, comme on dit, polycentrique, bref, un monde qui est marqué par des grandes puissances, des grands espaces culturels, des grandes puissances. Et dans ce monde, je pense que les Européens doivent jouer collectif, ils doivent faire bloc. Je dois dire que penser que nous pourrions, nous, la France, quel que soit son passé, son histoire, quelle que soit la francophonie, comme vous l'évoquez, soit en mesure toute seule de résister aux grandes entreprises mondiales qui sont aujourd'hui plus fortes et plus puissantes que les États, que bien des États, soit capable de résister à la poussée chinoise, je pense que c'est une illusion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même la surpuissance américaine, elle n'est pas capable. Aujourd'hui, elle est de moins en moins capable d'imposer son impérium. Et on voudrait que nous, en sortant de l'Union européenne, nous soyons capables. Donc je pense que c'est ça qui me gêne, moi, personnellement, le plus. Donc, je veux dire, c'est pour ça que c'est ce que j'appelle le souverainisme nostalgique. La vraie souveraineté qui devrait être devant nous, alors je vais peut-être faire bondir des participants, c'est la souveraineté de l'Europe en tant que civilisation. Enfin, comme vous l'avez dit, moi c'est ça qui me paraît important. Nous avons besoin d'être souverains, d'être maîtres de nous-mêmes, et pour ça il faut que nous soyons puissants. Donc il faut pas sortir de l'Europe, parce que sortir de l'Union européenne, parce que si on veut diriger quelque chose, il faut pas quitter le volant. Et donc je pense que le défi de l'Europe aujourd'hui, pour répondre à la question de Martial Bild, donc 2022, c'est de trouver, alors peut-être pas d'ici 2022, parce que je pense que ça sera long et difficile, mais c'est de trouver un équilibre entre la nécessaire unité, parce qu'il n'y a pas de puissance sans unité. D'ailleurs, les grandes nations aujourd'hui dans le monde, c'est des grandes fédérations, c'est des grands appareils politiques. Il faut trouver ça, il faut trouver l'équilibre entre ça et puis le respect de ce qui fait notre richesse.
Vous avez entendu Michel Geoffroy, ça a le mérite de la clarté, c'est en 3 points. Donc, c'est un plan. C'est un plan en 3 points. Voilà, c'est un plan d'énarchie. Mais non. Non, c'est Sciences Po. Non, j'ai écouté avec intérêt, c'est présenté avec brio et conviction, mais ce sont des arguments que j'ai écoutés, que j'ai entendus depuis un nombre de fois incalculable. J'ai quand même envie de répondre déjà par un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Parce que ça fait quand même, maintenant, bientôt, ça fait 63 ans, le traité de Rome. 63 ans qu'on nous explique que ça marche pas, mais que ça va mieux marcher à condition qu'on applique bien les choses. Ça ressemble absolument comme 2 gouttes d'eau à une autre construction qu'on a connue, qui s'appelait la construction du socialisme. Ça ne marchait pas, c'était pas de la faute du socialisme, c'est parce que c'était mal interprété, et plus de socialisme permettrait d'y arriver. Puis au bout de 74 ans, de 1917 à 1991, d'un seul coup, on dit ben non, on s'est trompé, on ferme les... Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, la Russie a retrouvé son identité qu'elle avait perdue avec la construction. Parce que la construction européenne est en train de détruire l'identité française et de détruire l'identité des pays d'Europe. Parce que moi, je vois parfois des universitaires, je connais des professeurs au Collège de France, des gens comme ça, qui disent mais enfin, l'Europe, c'est Goethe, c'est Dante, c'est Byron, c'est Cervantes. Je dis non, pas du tout. La construction européenne, c'est pas du tout ça. La construction européenne, c'est Michael Jackson, c'est les séries B américaines. C'est-à-dire que tout ce qu'a fait l'identité française est en train d'être... Allez regarder les programmes de TF1. C'est pas pour rien que je suis le seul candidat à proposer d'ailleurs la renationalisation de TF1. 80% des programmes télévisés, c'est des séries américaines. Le Brexit, par ailleurs, on me dit toujours, c'est mieux quand on est unis, mais on n'est pas unis. Ouais. On n'est pas unis. On ne stipule pas pour autrui. Vous aurez beau dire que c'est formidable, mais les Polonais voient l'Europe à la sauce polonaise, les Bulgares à la sauce bulgare, les Grecs à la sauce grecque et les Allemands à la sauce allemande. Lorsque M. Macron dit on va maintenant faire l'Europe de la santé, on va tous ensemble faire l'Europe de la santé, on va faire des vaccins, tout le monde dit ah voilà à quoi sert l'Europe. Sauf que 3 mois après, on apprend qu'une entreprise allemande qui s'appelle Biotech, est en train de faire un vaccin avec une entreprise chinoise. Et d'ailleurs, les Français font pareil. Vous savez, j'avais accompagné Jacques Chirac à Pékin. C'était en 1996. On est reçu à Zhongnanhai, c'est dans la cité interdite, la partie réservée aux dirigeants. Et il s'était passé, il y avait eu des drames puisque la France avait vendu sous Mitterrand des frégates à Taïwan. Et donc le président chinois, qui à l'époque était le président... le président chinois, qui à l'époque était le président Jiang Zemin, dit « Je suis heureux de recevoir le président de la République française ». Et M. Chirac répond « Je suis heureux d'être reçu par vous, Monsieur le Président de la République ». Et le président de la République populaire de Chine lui dit « Nous voulons faire un partenariat stratégique avec vous ». Et Chirac lui répond « Non, mais nous, de toute façon, c'est terminé. » Enfin, je schématise. Nous, maintenant, on va bientôt avoir une monnaie européenne. On est en 1996. C'est il y a 24 ans. L'Europe est en train d'apparaître comme une grande puissance. C'est ça qu'il dit. Et nous faisons tout avec l'Allemagne. C'est ça notre stratégie. Non, mais c'était Chirac. Non, attendez, Donald. Non. Le président chinois dit « Très bien, je vous écoute, monsieur le président de la République française ». Et à ce moment-là, Chirac commence à vouloir lui vendre 4 Airbus de plus que ce qui était prévu dans le Memorandum of Understanding. Le Chinois était effondré de constater qu'en fait, il pensait avoir affaire au successeur de Charles de Gaulle, et il avait affaire à un voyageur représentant placier qui se battait pour vendre 4 Airbus supplémentaires. Et puis après, donc, Jiang Zemin dit non, voilà, on en achètera 24, pas 28, voilà, on ne finit pas un repas en une seule bouchée, c'était l'expression chinoise. Et après ça, il dit, je vous en prie, monsieur le président de la République française, est-ce que vous avez un autre sujet à aborder ? Et Chirac dit, oui, je voudrais maintenant parler du TGV entre Pékin et Shanghai. Nous avons une offre française formidable, Alstom, ici et ça. Et à ce moment-là, le président de la République populaire de Chine lui dit, monsieur le président de la République française, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce que vous m'avez dit. Si je peux vous aider... C'était vraiment un entretien, un tout petit cercle. Le président chinois lui dit, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de bâtir une puissance avec l'Allemagne. Mais je recevais dans le siège où vous êtes assis
je recevais, voici 3 semaines, son Excellence, M. Gerhard Schröder, qui à l'époque était le prédécesseur de Mme Merkel, chancelier, qui me disait tout le bien que je devais penser de l'ICE de chez Siemens, le train rapide, qui était beaucoup mieux que le TGV français. Alors qu'est-ce que je dois faire? Et puis Chirac, il a regardé ses chaussures. Il dit oui, l'union est un combat. Mais ça, c'était il y a 24 ans, c'est toujours pareil. Parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle en France, dans les entreprises, une affectio societatis. Les Français, ils ont leur propre géopolitique, leurs propres intérêts géographiques, culturels, linguistiques. Je suis désolé, mais la France, elle a des intérêts fondamentaux au Canada, en Afrique, à Madagascar, au Vietnam, que les Allemands n'ont pas. Les Allemands, eux, regardent vers le monde turcophone, vers les pays de l'Est. L'Angleterre, qui a pris ses clics et ses claques, elle a un pays mondial. Il faut arrêter de penser que la France est tout petit. Parce que quand vous dites aux gens que vous êtes tout petit, vous induisez en fait une espèce de rétraction sur soi d'autophobie. Les Français sont d'abord et avant tout victimes d'autophobie. Allez à Singapour, qui est grand comme la moitié de l'île de France, c'est un des pays d'Asie qui est la plus forte croissance sur un niveau de vie supérieur à nous, et c'est un pays qui compte sur la scène diplomatique régionale. De même que le Gabon compte sur la scène diplomatique africaine. Donc c'est d'abord et avant tout une volonté et une histoire et un rayonnement. Et la France est autre chose que de se dire je vais fusionner avec la Lituanie, l'Estonie, parce que sinon demain je ne serai plus rien. Mais non, mais c'est pas ça. Vous avez raison. C'est effectivement une question de volonté. Moi, ce qui mais me vous frappe... ne pouvez pas décider pour les autres. Mais voilà. non, mais ce qui me frappe, c'est que vous tenez un discours qui est on ne peut rien faire en Europe. On peut rien faire. C'est un discours, c'est le discours de toutes les élites aujourd'hui qui disent on n'y arrive pas, on ne sait pas, on ne peut pas, non, mais ça etc. nous coûte des sommes folles. Hein. Mais non, mais... Est-ce que vous vous rendez compte des sommes que l'on engloutit là-dedans? Oui, enfin, je pense qu'on dépense aussi des sommes folles en France pour des tas de choses inutiles. Bon, je veux dire, il y a pas, enfin, je veux dire, là attendez, aussi. Alors, on va prendre les choses d'une autre façon. Alors, donnez-moi un exemple. Je peux prenons un exemple, la politique de la ville, l'argent qu'on a dépensé, on a dépensé 90 milliards dans la politique de la ville, un exemple qui ne sert à rien. D'un succès industriel dû à l'Union européenne depuis 63 ans. C'est un piège. Non, oui, je pense que c'est un piège. Oui, je crois avoir compris. On va me dire, mais non, justement, Ariane, c'est une coopération interétatique. Mais avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Parce que nous sommes pour la coopération internationale, oui, bien sûr. Comme le Concorde, comme la coopération franco-chinoise sur les usines nucléaires. Pourquoi voulez-vous que la France soit fermée ? Au contraire, la France, est-ce qu'elle était fermée sous Vincent Auriol, sous René Coty, attendez, nous ne sommes plus elle n'était pas fermée. Attendez, là, voyez, nous ne sommes plus au temps de Vincent Auriol. Je veux dire, c'est fini tout ça. Je veux dire, on est au 21e siècle. Non, mais c'était bien, effectivement, c'était bien de ce temps-là. Mais alors, est-ce que la France pèse plus aujourd'hui dans le monde que sous Charles de Gaulle ? Non, bien sûr que non. Donc ça veut dire... Mais c'est pas lié à l'Union européenne. C'est pas forcément lié à l'Union européenne. Tous les domaines... C'est lié à nos élites qui sont nulles, qui n'ont rien fait, qui baissent les bras sur tout. Mais si c'était vrai, les autres pays d'Europe devraient se porter merveilleusement bien. Tous les pays de l'Union européenne, sans exception, se portent mal. Écoutez, c'est pas seulement les énarques, parce que des énarques, vous n'en avez pas en Lituanie, vous n'en avez pas au Portugal. Ce n'est pas uniquement le fait de la politique de la ville en France, parce que dans tous les pays, tout le monde porte sa croix. Il y a un pays qui s'en sort, quelques pays qui s'en sortent un petit peu mieux. Ce sont ceux qui bénéficient de l'euro, dont le taux de change vis-à-vis du dollar est inférieur à ce que serait leur monnaie nationale, compte tenu de leur compétitivité intrinsèque. L'Allemagne bénéficie d'un euro qui est beaucoup trop bon marché par rapport à sa compétitivité. Résultat, il dégage des excédents commerciaux et des excédents de balance des paiements qui les renforcent constamment, alors que l'Allemagne, par ce billet, est en train de réussir ce que Hitler n'avait pas réussi à faire, détruire toute l'industrie des pays du Sud. Ah, ça s'appelle le soin Godwin. Non, mais moi, ce qui me frappe, par exemple, vous avez critiqué à juste titre le plan européen, le fait que la Commission européenne va emprunter sur les marchés. Vous avez dit la France a tout cédé. Et vous avez dit il y a d'autres pays européens qui s'en sont beaucoup mieux sortis. Vous avez cité, je crois de mémoire, l'Autriche, l'Italie, les Pays-Bas. Bon, bref. Alors, si vous dites ça, ça veut donc dire que l'Union européenne n'est pas forcément le carcan que vous nous présentez en permanence, puisque d'autres pays ont l'air de mieux s'en sortir que nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je pense que nos dirigeants, nos élites, ont tout abandonné sur des tas de sujets. Parce que c'est facile d'abandonner. Hein, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile d'abandonner que d'essayer de remonter. Alors,
vous évoquez toujours l'idée, la France On va est... conclure. Hein, donc, allez-y. Pardon. Allez-y, Non, allez-y, non, allez-y. je vais Non, conclure, peux pas mais, vous couper parce que vous êtes expert. je pense, moi, que la politique, ça consiste à rendre possible ce qui est souhaitable. Ça ne consiste pas à faire ce qui est facile. Bon, après tout, tiens, en 1429... Tout le monde disait qu'on ne pouvait rien faire vis-à-vis des Anglais. On n'y arrivait pas, quoi. On ne pouvait pas faire partir les Anglais. Bon, il y a une bergère de 17 ans qui a réussi à les faire partir. Oui, qui s'est fondée sur le sentiment de l'unité nationale et du sentiment mais ça veut dire, national. elle s'est aussi fondée sur le fait qu'un volontarisme, éventuellement aidé par la Providence, peu importe, est capable de faire des choses. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question d'une Europe qui réponde un peu à l'état du monde. Et je ne suis pas certain que le repli sur soi... Je vous redonne la parole. Je coupe la parole. J'arrête. Jeanne, au secours. Bah oui, private joke encore. Allez, Vous disiez qu'il n'y a pas d'unité. vite. Oui, juste pour rebondir, et je vous pose une question, M. Asselineau. Vous disiez qu'il n'y a pas d'unité, qu'il faut une unité nationale, mais encore une fois, désolé, vous ne répondez pas à la question. Indépendamment des questions juridiques, économiques, etc., il existe un sentiment civilisationnel européen, et je ne comprends pas que vous ne le preniez pas en compte. D'abord, c'est faux. Je mets au défi, vous prenez des gens dans la rue, Ouais. de me donner moi les 27 pays membres de l'Union européenne, vous n'aurez pas 1% de bonne réponse. D'accord, Deuxièmement- donnez-moi 20 pays d'Afrique, on demande à un Français dans la rue. De quoi? Ben, c'est pareil. Non, mais Demandez attendez, de citer 27 pays de l'Union européenne, c'est idiot comme comparaison. Je suis désolé, si vous allez au Québec, si vous allez au Vietnam, peut-être moins le Vietnam, si vous allez en Tunisie, vous aurez des gens en Tunisie, tout le monde regarde, c'est pas forcément ce qu'ils font de mieux, la télévision française, tout le monde parle français, il y a des échanges économiques, universitaires, familiaux, Mais touristiques. on n'a pas une énormément. culture commune, on n'a pas une gastronomie commune, on n'a pas De quoi, des arts communs. avec les Royaumes-Unis et les Lettons. Non. D'accord, non, mais là vous me citez juste les Lettons, mais Non, par mais exemple vous avez- avec les Polonais, avec les Russes, avec les Allemands, Non, avec non, les non, Italiens, non, avec non. les Grecs. Mais d'abord, les Russes ne sont pas dans l'Union européenne. Je parle de la partie européenne. Oui, mais Non, mais je vous parle de l'Europe, vous me parlez de l'Union européenne. Ils n'ont pas vocation à y entrer. Oui, Ils d'accord. n'ont pas vocation à y entrer. La construction européenne, en fait, c'est un glacis géopolitique Ça, je suis d'accord avec américain vous, je suis d'accord. qui est le décalque de l'OTAN pour attaquer la Russie. Et de toute façon, au sein de l'Union européenne, vous avez les pays qui ont été formés par l'Empire romain, les pays catholiques, vous en avez qui ont basculé dans le protestantisme, vous avez ceux qui ont été colonisés par l'Empire ottoman, vous avez ceux qui ont été les pays nordiques, vous avez des Europes, vous n'avez pas une civilisation européenne, vous avez des civilisations en Europe. Et de toute façon, pourquoi faudrait-il se fusionner, à supposer même qu'on ait une civilisation, pourquoi faudrait-il fusionner? Ce raisonnement, vous pouvez l'appliquer à la France aussi. Il n'y a pas qu'une France, il y a une France du Nord, il y a une France latine, oui, il y a mais une il se France trouve- franque. mais il Enfin, se trouve- ce raisonnement, il est déclinable à l'infini. Bon, écoutez, on va. non, mais je vous ce laisse qui la- leur manque, non, ce qui manque, je vais faire une prescription médicale. Vous devriez essayer d'entrer un jour dans un cabinet ministériel, accompagner votre ministre à Bruxelles et avoir assisté à une réunion pendant une journée des 27 chefs d'État et de gouvernement ou de 27 pas de ministres qui traitent des sujets. Et une fois que vous aurez ça, vous serez vacciné à tout jamais. Allez, Michel.